une seule feuille, plus épaisse que les épinards, plus juteuse que la laitue, et contenant plus d'acides gras oméga 3 que le saumon, à poids égal. Cette plante prospère là où rien d'autre ne survit. Elle pousse dans le béton fissuré, les sols secs, les champs abandonnés. Aucune irrigation, aucun engrais, aucune protection. Vous pouvez la couper, elle se régénère rapidement. Vous pouvez l'ignorer pendant des années. Elle continue à se nourrir seule, et à nourrir tous ceux qui connaissent son secret. Et pourtant, chaque jour, partout dans le monde, cette plante est arrachée, empoisonnée et jetée comme une mauvaise herbe. Alors pourquoi n'en avez-vous jamais entendu parler et comment l'une des plantes les plus nutritives de la planète a-t-elle disparu de nos assiettes et de notre mémoire? Bien avant que l'agriculture moderne ne divise les plantes en cultures et mauvaises herbes, cette plante avait déjà un nom, une fonction et une place dans la survie humaine. Il y a plus de 2080 ans, Hippocrate, souvent considéré comme le père de la médecine, décrivait le pourpier comme un aliment thérapeutique utilisé pour réduire l'inflammation et soutenir la digestion. Dans la Rome antique, Pline l'Ancien écrivait qu'aucune autre plante n'offrait une telle protection contre les maladies en période de pénurie. Les soldats romains la transportaient lieu séché, sachant qu'elle pouvait être réhydratée et consommée lorsque les provisions venaient à manquer. À travers le Moyen-Orient et l'Asie centrale, le pourpier apparaissait dans les plats traditionnels, non pas comme simple garniture, mais comme légume principal, apprécié pour ses propriétés rafraîchissantes sous des chaleurs extrêmes. Dans la Chine ancienne, les textes médicaux le désignaient comme le légume de la longévité, prescrit lors de fièvres, d'infections et de famines. Chez les communautés autochtones d'Amérique du Nord, le pourpier poussait là où le maïs et les haricots peinaient à survivre. Les anciens transmettaient ce savoir discrètement. Lorsque la sécheresse arrivait, cette plante serait toujours présente. Elle s'étalait au ras du sol, protégeant l'humidité, nourrissant les pollinisateurs et apportant des nutriments sans demander la moindre autorisation. Un thème revient dans toutes ces histoires. Le pourpier n'a jamais été célébré en temps d'abondance. Il devenait essentiel lorsque les systèmes s'effondraient, durant les guerres, les migrations, les échecs de récolte et la faim. C'était une plante de résilience, pas de luxe, mais à mesure que l'agriculture se centralisait et se standardisait, des plantes comme le pourpier commencèrent à disparaître des archives officielles. Non pas parce qu'elles avaient échoué face aux besoins humains, mais parce qu'elles refusaient de s'adapter à un système fondé sur le contrôle, la prévisibilité et le profit. Si des générations, sur plusieurs continents, ont confié leur survie à cette plante, pourquoi a-t-elle été effacée des champs et des cuisines modernes? A-t-elle été oubliée par accident ou éliminée parce qu'elle ne pouvait pas être possédée? La résilience extraordinaire du pourpier commence à un niveau invisible à l'œil humain, à l'intérieur de ses cellules. Contrairement à la plupart des légumes-feuilles cultivés pour la consommation humaine, le pourpier suit une voie métabolique rare appelée photosynthèse CAM. Cette adaptation, que l'on retrouve généralement chez les plantes succulentes du désert comme les cactus, permet à la plante d'ouvrir ses stomates la nuit plutôt que le jour. En absorbant le dioxyde de carbone durant les heures plus fraîches, le pourpier réduit drastiquement les pertes d'eau, ce qui lui permet de survivre à des sécheresses prolongées, à des températures extrêmes et à des sols pauvres en nutriments. En termes agricoles, il enfreint l'une des règles les plus fondamentales. Il pousse mieux lorsque les conditions sont pires. Sa structure physique renforce encore cet avantage. Le pourpier pousse bas et s'étale largement, épousant le sol. Son système racinaire, peu profond mais étendu, stabilise la terre, prévient l'érosion et retient l'humidité que d'autres plantes ne peuvent atteindre. Lorsqu'il est coupé ou piétiné, il ne s'affaiblit pas. Au contraire, il se régénère. Même de petits fragments laissés sur place peuvent s'enraciner à nouveau et produire une nouvelle croissance comestible en quelques jours. La récolte ne l'épuise pas. Elle le stimule. Mais la résilience biologique à elle seule n'explique pas pourquoi cette plante a autrefois nourri des civilisations entières. C'est sa composition nutritionnelle qui défie véritablement toute attente. Selon des analyses citées par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et confirmées par de nombreuses études nutritionnelles évaluées par des pairs, le pourpier contient la plus forte concentration jamais enregistrée d'acides gras oméga 3 parmi les légumes-feuilles, en particulier l'acide alpha-linolénique, ALA. À poids égal, sa teneur en oméga 3 rivalise, et dans certaines études dépasse celle du saumon. Au-delà des oméga 3, le pourpier offre une concentration rare de micronutriments essentiels, des niveaux de vitamine A comparables à ceux des légumes racines traditionnellement réputés pour la santé oculaire. Une teneur en vitamine C supérieure à celle des épinards, des quantités élevées de magnésium, de potassium, de calcium et de fer, des minéraux essentiels au fonctionnement cardiovasculaire et musculaire, des antioxydants naturels de type bétalaïne, associés à la réduction de l'inflammation et à la protection cellulaire. Fait crucial, ces nutriments existent au sein d'une matrice biologique naturelle. Fibres, eau et phytonutriments agissant ensemble, contrairement aux composés isolés que l'on trouve dans les compléments alimentaires. Peut-être plus remarquable encore,
le pourpier atteint cette densité nutritionnelle sans engrais chimiques, sans système d'irrigation et sans modification génétique. Alors que les cultures modernes nécessitent des apports externes constants pour maintenir leur rendement et leur qualité, le pourpier construit sa richesse nutritionnelle de manière autonome en extrayant des oligo-éléments de sols négligés que d'autres plantes sont incapables d'exploiter. Ainsi, la contradiction devient impossible à ignorer. Pourquoi l'agriculture moderne investit-elle des milliards dans des aliments transformés et des compléments alors que l'une des plantes les plus complètes sur le plan nutritionnel pousse librement, sans être semée, sans être gérée et sans être désirée? Et si cette plante représente l'efficacité biologique à son plus haut niveau, que dit cela d'un système qui a choisi de la qualifier de mauvaise herbe? Le pourpier n'a pas disparu parce qu'il a échoué auprès des agriculteurs. Il a disparu parce qu'il ne correspondait pas à la logique de l'agriculture industrielle. À mesure que la production alimentaire s'est de plus en plus centralisée au cours du XXe siècle, les cultures ont été évaluées de moins en moins selon leur valeur nutritionnelle et leur résilience, et de plus en plus selon leur capacité à être standardisées, mécanisées et contrôlées. Les plantes qui réagissaient bien aux engrais, aux systèmes d'irrigation et aux intrants chimiques étaient de favoriser. Celles qui n'avaient pas besoin de ces apports ont été progressivement écartées. Le pourpier s'intégrait mal dans ce système. Il pousse de manière imprévisible et s'étale horizontalement plutôt que verticalement. Il mûrit à des rythmes irréguliers et se régénère après la coupe. Ses graines restent viables pendant des années sans aucune gestion humaine. Plus important encore, il ne dépend ni des engrais, ni des pesticides, ni de l'irrigation pour survivre. D'un point de vue industriel, cela rendait le pourpier difficile à intégrer dans des modèles de production à grande échelle. En conséquence, il a été reclassé administrativement comme une mauvaise herbe. Une fois cette étiquette apposée, les réponses institutionnelles ont suivi. Les manuels agricoles et les programmes de vulgarisation ont encouragé son élimination. L'utilisation d'herbicides a augmenté afin de l'éradiquer des champs cultivés. Les catalogues de semences l'ont entièrement exclu. Avec le temps, le savoir pratique s'est estompé. Lorsqu'une plante est décrite de façon répétée comme indésirable ou improductive, sa valeur cesse d'être examinée. Parallèlement, les industries fondées sur les intrants chimiques et les systèmes de semences propriétaires se sont développés rapidement. L'agriculture, à grande échelle, a de plus en plus dépendu d'apports externes pour maintenir le rendement et l'uniformité. Dans ce contexte, les plantes capables de pousser de manière autonome n'étaient pas perçues comme des atouts, mais comme des perturbations. Le pourpier représentait un modèle différent. L'indépendance agricole. Il ne pouvait pas être breveté. Ses graines ne pouvaient pas être restreintes. Sa croissance ne générait pas d'achats récurrents. Dans un système économique qui privilégie la propriété, la prévisibilité et l'échelle, le pourpier n'offrait aucun des incitatifs recherchés. Ainsi, il n'a pas été retiré de la nature, mais de la conscience collective. Aujourd'hui, les conséquences de cette exclusion deviennent visibles. La santé des sols a décliné, les coûts des intrants continuent d'augmenter. Les systèmes alimentaires montrent une vulnérabilité croissante face au stress climatique. Et pourtant, l'une des plantes les plus résilientes et les plus denses sur le plan nutritionnel continue de pousser librement, en dehors du système qui a autrefois décidé qu'elle n'avait aucune valeur. Au cours des dernières décennies, le pourpier a commencé à revenir. Non pas parce qu'il a été redécouvert, mais parce que les conditions mondiales ont changé. À mesure que les phénomènes climatiques extrêmes s'intensifiaient, des agriculteurs de régions arides et marginales ont observé un schéma simple. Lorsque les légumes-feuilles conventionnels échouaient, à cause de la chaleur, de la sécheresse ou de sols pauvres, le pourpier continuait de pousser. Il restait productif, sans irrigation, sans engrais et sans protection chimique. Ces observations ne sont pas venues d'abord des laboratoires. Elles sont venues des champs, des jardins et des terres négligées. La recherche scientifique a suivi ces constats. Les chercheurs ont commencé à étudier le pourpier dans le cadre d'efforts plus larges visant à identifier des cultures adaptées à une agriculture résiliente au climat et à faibles intrants. Les études ont confirmé ce que les cultivateurs avaient déjà constaté. La voie photosynthétique unique du pourpier lui permet de conserver l'eau de manière extrêmement efficace, tandis que sa densité nutritionnelle demeure élevée même sous stress environnemental. Les organisations internationales et les chercheurs en sécurité alimentaire ont également commencé à réévaluer des plantes historiquement rejetées comme de simples mauvaises herbes. Dans ce contexte, le pourpier a attiré l'attention comme ressource potentielle pour les régions confrontées à la pénurie d'eau, à la dégradation des sols et à la hausse des coûts alimentaires. Des banques de semences ont préservé des variétés locales. Des rapports agricoles ont mentionné son rôle dans des systèmes alimentaires durables. Les savoirs traditionnels, autrefois ignorés, ont été réexaminés plutôt que remplacés. Aujourd'hui, la pertinence du pourpier n'est plus théorique. Les prix mondiaux des engrais fluctuent, l'accès à l'eau devient de plus en plus incertain. Les chaînes d'approvisionnement sont perturbées par des événements climatiques et des instabilités géopolitiques. Dans ces conditions,
Les cultures dépendantes d'apports externes constants deviennent fragiles. Le pourpier représente un modèle différent. Il pousse là où les infrastructures sont limitées. Il apporte de la nutrition sans dépendance. Il ne remplace pas l'agriculture moderne, mais il en réduit la vulnérabilité. L'avenir de l'alimentation ne dépend peut-être pas uniquement de l'innovation, mais aussi de la capacité à reconnaître la résilience là où elle existe déjà. Et certaines des solutions les plus résistantes pourraient bien pousser silencieusement, exactement là où l'on nous a appris à ne pas regarder. L'histoire du pourpier ne concerne pas une seule plante. Elle parle de la manière dont le savoir peut disparaître lorsqu'il ne sert plus les systèmes dominants. Pendant des siècles, le pourpier a apporté de la nutrition en période de pénurie. Il survivait sans protection, sans intrants et sans permission. Ce qui a changé, ce n'est pas la plante elle-même, mais la façon dont les systèmes alimentaires ont commencé à définir la valeur. Aujourd'hui, alors que l'instabilité climatique, la hausse des coûts et la fragilité des chaînes d'approvisionnement mettent l'agriculture mondiale à l'épreuve, les plantes autrefois rejetées comme de simples mauvaises herbes exigent une attention renouvelée. Elles nous rappellent que la résilience, l'efficacité et la nutrition ne proviennent pas toujours de la complexité ou du contrôle. Le pourpier pousse toujours là où il a toujours poussé. La différence réside dans notre capacité à reconnaître sa valeur. Feriez-vous pousser cette plante ou l'arracheriez-vous sans même la regarder ? Si des histoires comme celle-ci comptent pour vous, envisagez de vous abonner, de partager cette vidéo et d'aider à préserver un savoir qui n'a jamais été perdu, seulement négligé.